dans votre cabinet, situé dans le 8e arrondissement à Paris. Et surtout, merci d'inaugurer la chaîne de podcast de Jury d'art. Vous avez un parcours très riche par sa diversité. Pour nous, étudiants en droit, c'est fascinant de voir qu'on peut jongler avec autant de professions différentes, allant d'avocat en droit des sociétés, chroniqueur dans un magazine musical, professeur d'éloquence à l'ESSEC. Donc, comment en êtes-vous arrivé là et comment trouvez-vous surtout le temps de tout faire ? Vaste question. Non, je ne sais pas le temps de tout faire, mais au départ, j'ai commencé à travailler comme avocat en droit des sociétés, ce que je fais toujours aujourd'hui, en conseil en contentieux, avec l'envie de ne faire que ça. Et petit à petit, se greffent d'autres activités. L'éloquence, c'est venu assez naturellement parce que au bout de 4 ou 5 années de barreau, j'ai décidé de passer le concours de la conférence. Le concours de la conférence m'a permis d'être avocat commis d'office et de me rendre compte de l'intérêt ou de l'importance de l'éloquence. Comme j'étais un ancien étudiant élève de l'ESSEC, je me suis aperçu qu'en école de commerce, on faisait très très peu de sessions en lien avec l'éloquence, que les gens savaient très bien écrire, mais souvent mal s'exprimer, ou en tout cas n'étaient pas tout à fait à même de faire passer un point de vue ou une idée. Qui m'est venue l'idée de créer un cours d'éloquence à destination des élèves d'école de commerce pour leur apprendre à parler en public et à tenir des points, puisque avocat, évidemment, il faut savoir correctement s'exprimer et convaincre des magistrats, mais aussi des confrères, des collaborateurs, des collaboratrices. Et quand on fait une école de commerce, il faut convaincre parce qu'il y a un pot dans lequel on célèbre la carrière de quelqu'un, où il faut aller négocier une augmentation. Et tout ça, à mon sens, ça nécessitait de faire appel à des notions d'éloquence. Pour ce qui est de l'écriture dans un magazine rock, là c'est le hasard de la vie ou des expériences qui font qu'à un moment j'avais envie d'écrire sur le rock. J'avais déjà écrit un livre sur le Rwanda et le génocide des Tutsis, mais peut-être qu'on en reparlera. Et après ce livre, j'ai eu la volonté d'écrire sur le rock et chercher un angle. Et comme je ne le trouvais pas, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'il faut un angle très spécifique. Par exemple, tu peux écrire sur les 100 disques rock chrétiens. Il y a eu un moment des gens qui se sont intéressés à ce qu'était le rock chrétien. Et assez naturellement, en raccrochant, je me suis dit que c'était l'évidence. J'étais fan de rock et au-delà de mon métier d'avocat, j'aime beaucoup toutes les problématiques en lien avec la justice. Et j'avais raconté une histoire judiciaire du rock. Donc j'ai commencé à faire des chroniques. Comme au cabinet, on connaissait quelqu'un qui écrivait un rock'n'folk qui m'a présenté le rédac chef. Et vu que ça n'avait jamais été fait avant, le rédac chef a trouvé que l'angle était intéressant, il m'a donné l'opportunité d'écrire pour Rock & Folk. Et ça fait plus de 3 ans que je bosse pour Rock & Folk. Après de ces chroniques, j'en ai fait un livre qui s'appelle Une histoire judiciaire du rock, Rock'n'Roll Justice, puis un deuxième, Black Music Justice, qui retrace une histoire judiciaire des musiques noires. Donc finalement, c'est une continuité des rencontres, puisque c'est un métier de rencontre. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi je voudrais insister avec vous, parce que le métier d'avocat paraît souvent très abstrait. C'est les dossiers, d'ailleurs, dans ce bureau, on ne voit pas de dossier, mais plutôt des livres, des œuvres d'art, autre chose, des disques, et que c'est les rencontres qui permettent d'arriver finalement à ce qu'on a envie de faire. Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien, très justement à la question. Alors, en tant qu'avocat et chroniqueur, donc, comment parvenez-vous à équilibrer la rigueur juridique d'un côté, requise dans votre pratique professionnelle, et la créativité artistique nécessaire pour écrire sur des sujets musicaux? En créativité artistique, vous êtes un peu gentil. J'espère que j'ai la rigueur nécessaire dans mes dossiers. Ceci dit, la rigueur, c'est un des atouts d'un avocat. Il n'y a pas que ça, évidemment, c'est important, mais je pense que c'est suffisant, pas forcément nécessaire. La créativité, moi, ce que je fais dans mes chroniques, je ne sais pas si c'est créatif, mais c'est plutôt essayer d'expliquer à des lecteurs plutôt rock, parce que le lectorat de rock and folk, c'est plutôt un lectorat rock, des problématiques juridiques. Donc c'est plus un travail de prof ou un travail de, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais de mettre à la portée de gens qui n'ont pas de compétences juridiques, des notions qui sont juridiques, tout en gardant un ton un peu joueur ou un peu sympa, parce qu'il faut qu'il y ait un rythme dans les chroniques rock de rock and folk. Donc, et avocat, il y a plusieurs moments. Il y a un moment pour être rigoureux, il y a un moment pour être dans des idées globales et générales. Il faut savoir être les deux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Vous y arrivez.
C'est vous qui le dites. Comment alors vous êtes venu cette passion pour le rock, la musique folk? Bon, ça, je l'ai hérité. Il y a beaucoup de choses dont on hérite. D'accord. Alors, c'est mieux d'hériter de beaucoup d'argent, mais ça, c'est pas mon cas. Mais en revanche, quand j'étais plus petit, mon père avait énormément de vinyles. Il avait été aux États-Unis dans les bonnes années, c'est-à-dire fin des années 60, début des années 70. Il avait vu des groupes qui peut-être vous parlent pas, mais les Doors, Jimi Hendrix, c'est des gens qu'il avait vus en concert. C'était quand même assez exceptionnel. Il en était revenu avec une collection de vinyles très très forte. Et à 10 ans, je me suis cassé la jambe. Et comme je lisais pas beaucoup à l'époque, je savais pas quoi faire. Et j'ai commencé à écouter les vinyles qui étaient à la maison. Et j'en ai écouté 1, 2, 3, et puis après j'ai fait que ça. Tous les Pink Floyd, tous les Beatles. Et comme j'avais déjà une petite âme de collectionneur, j'aimais acheter, acquérir. Donc je me suis intéressé au vinyle, je me suis intéressé au CD, parce que moi je suis plutôt d'une génération CD. Vous êtes plutôt une génération du renouvellement du vinyle, mais moi quand à 20 ans, il n'y avait pas de vinyle. On récupérait les collections de vinyle des parents, ou des oncles et tantes qui n'en voulaient plus. Aujourd'hui, ça se lirait à prix d'or. Et ce qui est paradoxal avec... donc j'ai énormément aimé le rock, écouté du rock, après j'ai dérivé un peu vers le jazz, mais c'est que j'aurais pu me dire, je vais être avocat dans ces milieux-là. Rock, je vais être l'avocat d'artistes rock, ou même d'artistes en général, et j'ai jamais voulu m'y intéresser. Donc dans la propriété intellectuelle, finalement. Absolument, absolument. Mais j'ai complètement délaissé cette matière qu'aujourd'hui je pas retrouve... Tant que ça, finalement, oui. Voilà, je la retrouve, mais en... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma pratique. Ma pratique, c'est plutôt du droit des affaires en conseil contentieux et du droit pénal des affaires. Par la rédaction d'articles, oui, exactement. toucher un petit peu à ça m'a obligé à faire un effort. Alors, le droit des artistes, il a beaucoup de sources. C'est souvent du droit des contrats. Ça, c'est du droit des contrats basiques, du droit civil, mais évidemment de la propriété intellectuelle. Et oui, il a fallu... il y a un arrêt célèbre qui a un lien avec Eric Clapton. Eric Clapton, c'est que du droit de la propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 15 ans, plus de 15 ans de bar, c'est une matière qui me passionne pas mal et à laquelle je voudrais bien m'intéresser, voire passer plus de temps. C'est très inspirant. Très inspirant. Donc alors vous écrivez des articles sur Marvin Gaye, les Rolling Stones ou encore Chuck Berry. Oui. Mais alors quelle affaire vous a le plus donné l'envie d'écrire et laquelle vous a le plus marqué? Elles sont toutes marquantes parce que elles permettent aux fans de musique, que je suis et que j'espère les lecteurs sont, de voir leur groupe différemment. En fait, mon angle, c'est de dire, vous aimez Marvin Gaye, vous aimez Michael Jackson, mais essayons de regarder ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est pour Michael Jackson, par exemple, les affaires judiciaires très connues, pénales, enfin, notamment cette affaire pénale qui avait défrayé la chronique, pour laquelle il a été acquitté. Mais voilà, c'est essayer de comprendre la musique à travers les contrats qui ont été faits. On a souvent parlé de slave contracts, donc même pour des artistes blancs, des contrats qui étaient en leur défaveur totale. Et je trouve que ça donne un angle intéressant sur les artistes. Par exemple, Tom Petty, ça vous parle peut-être pas, mais c'est une sorte de Bob Dylan. C'est quelqu'un qui a eu un succès au 3e album. Et en fait, au départ, il a signé des contrats qui lui étaient extrêmement défavorables. Et au moment où ça a marché, il a trouvé une astuce assez intelligente, et c'est une façon de se servir du droit. Il s'est mis en cessation des paiements, il s'est mis en faillite. Et cette faillite lui a permis de renégocier son contrat et ensuite de repartir neuf sur le deal qu'il pouvait avoir avec sa maison de disques ou ses producteurs. Donc ça éclaire les artistes d'une autre façon. Maintenant, pour vous répondre sur la question des affaires qui m'ont le plus intéressé, c'est souvent des personnes qui m'ont le plus intéressé. Quand j'ai fait le premier livre, Une histoire judiciaire du rock, Rock'n'Roll Justice, j'ai axé beaucoup sur les managers. Et il y a un manager qui m'a fasciné, c'est un type qui s'appelle Alan Klein. Vous parliez des Rolling Stones, Alan Klein, ça a été le bailleur de fonds des Rolling Stones, à l'époque où ils ont eu besoin d'argent, et où lui a mis de l'argent, et en échange, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient cédé leurs droits sur toute une période qui est celle des années 62 à 70. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe The Verve, si ça vous parle. Non, c'est un groupe qui était très très connu dans les années 90, c'est là où on voit la différence de génération. Et en fait, eux ont eu un problème sur une des chansons qu'ils ont piquées au Stone, mais qui en fait appartenait à ce manager, qui se sont retrouvés à se battre avec ce manager. Et dans la musique noire, je trouve que ce qui est intéressant, c'est toutes les affaires avec les rappeurs. En français, bien sûr, ça nous parle, mais américain, parce que
on a des artistes qui vont être les premiers à, plus que d'effrayer la chronique, être plus importants des artistes rock, à gagner beaucoup plus d'argent que des artistes rock. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va y avoir une dépendance des marques vis-à-vis de ces rappeurs. Qu'en gros, aujourd'hui, si un rappeur comme Kanye West fait n'importe quoi, et c'est le cas, hein, il continue de faire n'importe quoi, il peut mettre en difficulté Adidas. Et ça paraît fou. Alors qu'on se dirait c'est plutôt Adidas enfin Kanye West qui devrait dépendre d'Adidas, mais en fait dans ce cadre-là c'est tout à fait différent. Donc je trouve que eux ils viennent marquer une rupture. Et dans le deuxième livre, Une histoire judiciaire des musiques noires, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la volonté souvent d'une Amérique blanche puritaine de casser les pattes d'un artiste noir qui est en pleine ascension. On a pu le voir avec Puff Daddy, qui s'était retrouvé dans une affaire pas possible avec Jennifer Lopez, à qui ça a presque coûté sa carrière. Il a été acquitté. On l'a vu aussi avec Snoop Dogg, qui était dans une affaire de complicité de meurtre. Il y a très souvent une volonté de la part du procureur blanc de mettre à mal un artiste noir. Et plus récemment d'ailleurs, ça va vous intéresser parce qu'en Géorgie, il y a un procès qui se joue en ce moment, qui est celui de Young Thug, qui est un artiste rappeur d'Atlanta, vous connaissez peut-être. Lui, il se retrouve au tribunal dans une espèce de large conspiration avec de vrais truands. Et on lui reproche d'avoir mis à disposition une voiture à un type qui ensuite a assassiné un autre rappeur, dealer de drogue. Et il est inculpé sous le fondement de la loi RICO, qui est la même loi qui vaut à Donald Trump de se faire juger en Géorgie dans le cadre de cette élection qu'il a essayé de voler. Et la procureure qui a attrait Young Thug devant le tribunal, c'est la même que celle qui va gérer l'accusation contre Donald Trump. Donc moi j'essayais aussi de faire le parallèle entre musique, justice, mais aussi politique. C'est que la musique, notamment la musique noire, elle est empreinte d'une notion politique très forte, d'égalité des droits, mais elle continue aujourd'hui de jouer dans la symétrie qui existe aux États-Unis entre noir et blanc. Il y a un réel engagement en fait qui est pris de votre part. Je ne sais pas s'il y a un réel engagement, mais oui, enfin, si demain ils avaient un problème en France, les artistes noirs, je les défendrais avec plaisir. Mais il y a une volonté de rendre justice à une musique qui a souffert d'une longue injustice. Et ça commence avec le blues, puisque énormément d'artistes blues ont été pillés par des blancs. Et là, c'est peut-être des choses qui vous parlent à votre génération, la notion d'appropriation culturelle. Led Zeppelin, qui est un groupe de rock très connu, pour Stairway to Heaven notamment, a piqué des dizaines et des dizaines de chansons à des artistes blues noirs auxquels ils n'ont jamais rien reversé, si ces artistes-là ne les ont pas poussés à trouver un deal devant la justice. Après le jazz aussi, beaucoup d'auteurs ont été pillés, et ensuite on arrive au rap, où là, il y a plutôt des pillages de la part d'artistes rap vers d'autres artistes noirs. Donc, est-ce qu'il y a une volonté d'engagement dans les choses que j'écris ? Oui, enfin, certainement, dans le sens où ça permet de redorer le blason de certains artistes. Chuck Berry, vous en parliez tout à l'heure, c'est quelqu'un aussi à qui on a voulu casser une carrière, puisqu'il s'est retrouvé mis en examen dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi Mann, qui interdisait en gros aux Noirs d'avoir des relations avec des Blanches dès lors qu'elles étaient mineures, mais mineur, ça pouvait être une relation consentie aussi. Et Chuck Berry, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en prison, à qui on a cassé une partie de sa carrière. S'il avait été blanc, ça aurait été différent. D'ailleurs, souvent ce qu'on voit avec l'évolution de la musique noire, c'est que quand les Noirs chantaient leur musique, le succès n'était pas au rendez-vous, mais quand ces chansons-là étaient reprises par des Blancs, le succès était au rendez-vous. Donc on est dans ces problématiques-là. Et autant le premier livre, c'est un livre sur le rock, donc c'est moins polémique, c'est moins politique, autant le livre sur la musique noire, c'est beaucoup plus politique. Et c'est vrai que ça m'a plus plu de le faire que le premier, parce que le premier, il y a moins d'enjeux. Et avec ces musiques, du blues, jazz, soul, rap, il y a beaucoup plus d'enjeux. Et on est dans cette Amérique dure, raciste, et elle est fascinante aussi. D'accord. C'est intéressant parce que en fait, c'est au-delà d'un hobby ou même d'un échappatoire, c'est une réelle volonté de rendre justice à des causes qui vous sont chères, en fait. Oui, enfin, pour moi, le but de départ, il est tout simple, c'est éclairer différemment les musiques que j'aime. Et en les éclairant, on se rend compte que, je sais pas, il y a un personnage qui m'anime beaucoup, c'est Martin Luther King, qui est quand même, on parlait d'éloquence, un discoureur exceptionnel, quelqu'un qui sait manier le discours, qui chante parfois quand il fait des discours. Je vous invite à écouter son dernier discours qui s'appelle I've Been to the Mountain Top, juste avant qu'il soit assassiné à Memphis.
on est dans un lien entre lui et des jazzman qui, lorsqu'ils jouent, incarnent une musique qui est une musique de combat. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rendre justice à des artistes qui ont porté des idéaux de combat. Aujourd'hui, les artistes français, parce que c'est ceux à qui on fait face, ou on peut avoir un contact avec eux, j'entends en les regardant à la télé, quand il s'agit de prendre position, personne ne prend position. Et c'est un peu dramatique, c'est-à-dire que au moins à cette époque, dans ce monde du jazz, il y a des gens qui ont pris position et qui se sont mis en difficulté. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit se mettre en difficulté. Je trouve, hein, vous faites du droit de l'art, mais et d'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu à la frontière avec le judiciaire, mais ce livre, Black Music Justice, raconte l'itinéraire de ces artistes noirs qui sont mis en difficulté, et pas que d'ailleurs, et des artistes blancs, ou des blancs d'ailleurs, qui ont participé à ces combats. Il y en a notamment un qui est assez célèbre, qui s'appelle Norman Granz, qui est le fondateur d'un label, qui est le label Verve, qui est un des plus beaux labels de jazz américains. À lui, vous savez qu'à l'époque, il y avait une ségrégation, notamment dans le sud des États-Unis. Quand il faisait des concerts dans le sud, il obligeait les gens à signer les conditions générales de concert. Donc ça va vous parler. Il avait des vraies conditions générales, comme les conditions générales de vente, et où il disait, vous êtes blanc, vous vous asseyez à côté d'un noir, c'est pas les noirs derrière et les blancs devant. Et celui qui veut pas, il est out. Moi, il s'était fait mettre en prison quelques jours pour avoir tenu son point et être resté solide dans cette volonté de déségréguer. Donc c'est aussi le récit de certaines personnes qui ont contribué à cet avancement. D'accord. C'est intéressant de le voir sous cet angle. Alors, donc vous avez choisi d'enseigner à l'ESSEC. C'est l'école qui vous a formé. Absolument. Quels sont les conseils que vous donneriez sur la rhétorique et sur son aisance à l'oral à un étudiant qui souhaite devenir avocat? D'abord, je lui dirais d'aller voir des plaidoiries, de se faire une idée de ce qui se fait, de ce qui fonctionne, d'aller à la cour d'assises ou à la cour criminelle départementale. Donc vraiment de se frotter à ce qu'est une audience et à ce qu'on peut ressentir dans l'audience, parce qu'il n'y a pas que la plaidoirie. Ce qui rend quelqu'un éloquent, c'est son efficacité. Une audience, c'est long, il y a des moments où il faut intervenir, il y a des moments où il faut se taire, il y a des moments où il faut appuyer sur la petite plaie purulente, il y a des moments où il faut se mettre en retrait, et c'est quand on construit son audience qu'ensuite on peut arriver à la plaidoirie finale. Il y a des auteurs, et c'est ce que je conseillerais, des lectures qui sont excessivement éloquentes. Balzac, c'est un type d'une éloquence rare quand il raconte une bataille, par exemple. Je trouve qu'il est extrêmement éloquent. Blaise Cendrars, c'est peut-être un auteur qui ne vous parle pas, mais c'est un auteur du début du XXe siècle et des poètes aussi, qui a beaucoup d'images dans sa façon d'écrire. L'éloquence, c'est aussi des images, c'est-à-dire que vous parlez, il faut toujours vous poser la question de savoir à qui vous parlez. Est-ce que vous parlez à un public acquis? Est-ce que vous parlez à un public cultivé? Est-ce que vous parlez à... Il faut s'adapter à votre auditoire. Et en fonction de ça, vous pouvez devenir éloquent. Et peut-être le conseil que je donnerais, c'est que en voyant les autres faire, on apprend à ne pas faire comme eux. Parce qu'on ne peut pas singer quelqu'un. Parce que quand vous mesurez 1m90 et que vous pesez 150 kg ou 100 kg, vous ne pouvez pas avoir la même éloquence qu'un type qui pèse 60 kg et qui mesure 1m70. Je ne me vise pas là-dedans, hein, je pèse un peu plus que ça quand même. Mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer votre temps à hurler comme le fait Dupond-Moretti par exemple. Donc et les gens qui veulent singer d'autres avocats, qui n'ont pas le même physique, la même histoire, la même, les mêmes lectures. Moi, je trouvais que quand j'ai préparé la conférence, j'ai relu les auteurs pour lesquels j'avais une admiration immense. Parce que je trouvais que c'était eux qui me donnaient du grain à moudre ou des bonnes réflexions. J'avais fait quelque chose de très pratique que peuvent faire tous les étudiants pour les accompagner au quotidien, c'est acheter un Moleskine, un petit carnet, et noter tout ce qui vous semble éloquent au quotidien. Une pub dans le métro, un pote qui a fait une blague qui était rigolote et qu'on pourrait se resservir dans un cadre défini, une phrase qui vous est venue, une citation d'un auteur, n'importe quoi, un moment dans un film qui vous a semblé efficace. Bon, par exemple, je donne des cours d'éloquence à l'ESSEC, alors je le fais un peu moins, c'est très loin et ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais de plus en plus pour des entreprises avec qui on travaille. Et dans les exemples de personnages éloquents, alors évidemment il y a toutes les figures de style qu'on connaît, qui sont vues et
revues dans les livres d'éloquence, et là c'est assez facile de trouver des illustrations. Mais j'aime l'éloquence de quelqu'un comme Tony Soprano. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une série sur HBO au début des années 2000, c'est une des plus grandes séries qui existaient. On a Tony Soprano, quand il fait un discours, il a de la prestance, il est capable de bluffer son auditoire, il sait vraiment faire. J'essaie toujours de trouver des exemples qui me parlent et dont on peut se nourrir sur certaines formulations pour convaincre son auditoire. Mais lire, regarder des films ou des films judiciaires, souvent, qui sont très bien faits. Il y a un film que j'adore et c'est de là d'où je tire le nom de ma chronique dans Rocket Folk. C'est un film avec Al Pacino qui s'appelle And Justice for All, où il joue le rôle d'un avocat. Je crois que le seul film où il joue le rôle d'un avocat. Il est assez exceptionnel parce que c'est un avocat qui est dans une situation où il doit défendre un magistrat qui est accusé de viol, alors qu'il est commis d'office, alors qu'il ne souhaite pas le défendre et qu'il est en bisbille avec ce magistrat. Et bon, je ne vous dis pas tout, mais il y a une plaidoirie finale qui est assez géniale. Toutes les plaidoiries d'avocats dans les films américains, on trouve, sont des aides assez importantes. C'est moins bien, les acteurs français jouent beaucoup moins bien, donc il y a moins d'enjeux. Ouais, ça dépend. Et je dirais ça aussi aux gens qui se destinent à devenir avocats, allez chercher des avocats étrangers. Ne contentez pas des livres d'avocats français sur le sujet. Il y en a un que je trouve fantastique, qui m'a beaucoup inspiré pour le livre que j'ai fait sur la musique noire, c'est Johnny Cochran Jr. Johnny Cochran, c'était l'avocat de O.J. Simpson. O.J. Simpson, c'est un procès qui a défrayé la chronique. Bon, ce que vous voyez à peu près ce que c'est. En gros, un ancienne star de football américain noir accusé d'avoir tué sa femme blanche, acquitté, en tout cas au pénal, mais condamné au civil. Et dans le cadre de ce procès, l'avocat Johnny Cochran avait expliqué, parce qu'il était question d'un gant et de savoir si la taille du gant était celle de O.J. Simpson. Donc quand O.J. Simpson avait essayé le gant, ce n'était pas sa taille, et ça avait fait énormément de bruit. Et lui, sa phrase choc, c'était « If it doesn't fit, you must acquit ». Il répétait ça dans la tête des jurés, et puis finalement, le jury l'a déclaré non coupable. Mais voilà, c'est une autre approche, mais c'est une approche beaucoup plus directe. Et c'est aussi une approche, moi c'est plutôt la mienne, même dans l'éloquence, il y a un côté de négociation. C'est-à-dire, quand vous parlez à un magistrat et que vous négociez une peine, il y a cet aspect un peu de concours à la manifestation de la vérité ou à une justice mesurée. Donc, une fois de plus, presque de manipulation, mais pas forcément... Oui, alors j'aime pas ce terme parce que c'est pas tout à fait exact, mais c'est essayer de faire en sorte que l'autre comprenne un peu dans quelle position vous êtes et oui, comment vous pouvez ensemble arriver à une solution qui est acceptable pour l'ensemble des parties. Mais se connaître. Le mieux, c'est de faire une psychanalyse. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est pas très mode pour votre... Ceci dit, moi, j'ai fait une psychanalyse, j'ai commencé à jeune, pas à 20 ans, mais peut-être à 25 ans. Ramener beaucoup ça à la construction de l'identité, c'est vrai. Oui, ben ça permet de se connaître, ça permet de savoir dans quoi on est... c'est même pas bon. En fait, je pense qu'on est éloquent quand on est honnête. Et vous écoutez quelqu'un, parler, convaincre, et vous vous dites est-ce qu'il est honnête avec nous, le jury, des gens qui vont décider de la culpabilité au nom de quelqu'un ou qui vont prendre une décision. Et c'est ça, je pense, qui permet de vous rendre humain, courtois, éloquent. Et c'est ça ce qui vous permet de convaincre. Et d'ailleurs, vous le voyez dans chez les jurés d'assises, quand ça marche, on ressent que les jurés entendent ce que vous leur dites. Qu'il y a une communion qui se crée entre celui qui veut persuader et ceux qui l'écoutent. Oui, on pense par exemple à Toel Van Grimmen, ouais, absolument. Parfois dans des circonstances qui ne sont pas vraiment favorables à la personne. Et là, par exemple, Henri Fonda, il est très beau, mais ça c'est encore un autre truc, c'est-à-dire qu'il a un visage, effectivement, on a envie de le croire, mais il réussit à les convaincre tous au fur et à mesure. En plus, c'est un travail de longue haleine en leur posant des questions, mais oui, c'est un excellent film pour illustrer ce propos.